Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai l'immense plaisir de vous emmener avec moi à la rencontre d'une femme exceptionnelle, d'une thérapeute de génie et d'une brillante formatrice. Il s'agit de Liliana Perron. Dans cet entretien que vous allez découvrir, elle nous parle de son parcours atypique, vous allez voir, de sa vision de la thérapie, de sa vision de la formation également, des conseils qu'elle donne aux jeunes générations de thérapeutes. Vous allez vraiment découvrir cette femme extraordinaire qui personnellement m'a beaucoup influencé dans ma manière de voir la thérapie et dans ma manière de l'exercer. Vous pourrez dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mais vous allez voir, j'ai assez peu de doutes sur le fait que ces compétences relationnelles vont transparaître même à travers l'écran. Vous pourrez retrouver l'intégralité de l'entretien dont je vous mettrai des liens en description de la vidéo en format podcast. Et je ne vous fais pas plus attendre pour découvrir Liliana Perron, que je vais laisser tout de suite se présenter. C'était un parcours un peu, euh, par certains côtés atypique, par d'autres je ne sais pas si ça l'était autant. En tout cas, ça a commencé en Argentine avec mes études, puisque j'avais fait une licence en anthropologie et une formation en ergothérapie, en psychiatrie, pour travailler en psychiatrie. Et ce qui marquait déjà mon souhait, je me voyais travailler dans le milieu de la santé mentale en général. Sauf que finalement, dans la réalité des choses, travailler en tant qu'anthropologue dans le cadre de la santé mentale, la psychiatrie, n'était quand même pas si évident. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai aussi fait à côté une formation d'ergothérapeute en psychiatrie, puisque ça me permettait quand même de travailler beaucoup plus sûrement et d'être sur le terrain, puisque là, il y avait quand même des possibilités de travail beaucoup plus importantes. Et c'est avec ces deux diplômes que j'ai débarqué en Europe, en venant travailler en Suisse, dans un hôpital où j'étais engagée en tant qu'ergothérapeute dans le service d'ergothérapie de l'hôpital et pour travailler avec tous les patients de l'hôpital. Voilà. Alors, déjà, dans cette façon de travailler en ergothérapie, pour moi, avoir cet axe autour des travaux concrets sur les objets, sur l'art, la peinture, la céramique ou bien d'autres choses, était toujours une axe. Et du coup, bien sûr, entre-temps, mon envie, mon goût, mes découvertes successives en travaillant dans un hôpital psychiatrique m'ont amené à faire une formation en thérapie familiale. Et ça, c'était dans les années 75 à peu près. Et du coup, nous avons, parce que c'était quand même une aventure qu'on a initiée avec Rinaldo, commencé à organiser des formations avec une personne qui s'était formée avec Maxwell Jones au système des communautés thérapeutiques. Et lui était notre invité pour assumer ses formations de thérapie familiale en Suisse. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré ma véritable formation en tant que thérapeute de famille. Et finalement, vers la fin de mon départ des Suisses, j'ai commencé à faire une formation longue en thérapie familiale à Genève, dans le cadre de l'Institut d'études sociales. Et déjà, on partait de la Suisse, le premier pays dans lequel on a vécu 4 ans. Et en arrivant en France, ma décision de travailler en tant que thérapeute était déjà bien définie, bien présente. Alors, il y avait toute une série, bien sûr, dans l'installation des pays qui ne sont pas les pays d'origine, se posent toujours les problèmes des révalidations des diplômes, les diplômes qui sont possibles, les diplômes qui sont acceptables, les diplômes qui ne servent pas, etc. Et du coup, je me suis trouvée devant la situation où j'avais la formation pour travailler en tant que thérapeute des familles, mais je n'avais pas
les diplômes nécessaires pour être travailler dans le cadre d'une institution, pour me permettre de travailler dans le type de travail la profession que je voulais faire. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire des études en psychologie. Donc mes études en psychologie, je les ai faites à Lyon 2. C'était déjà dans les années 80, à peu près 78, 80, je me souviens même plus un peu avec précision. Et donc du coup, ces diplômes dont je suis ravie d'avoir fait, je suis vraiment ravie d'avoir eu la force de le faire parce que j'avais déjà des enfants, j'étais mariée, j'habitais à Saint-Étienne, je n'étais pas à Lyon. Puis finalement, quand on met ça en perspective, c'était vraiment quelque chose de très intéressant qui ne m'a pas coûté quelque chose de terrible, n'est-ce pas? C'était un bon projet. Et c'est comme ça que j'ai pu commencer à travailler en France en tant que psychologue, et avec ma formation de thérapeute des familles, j'ai pu immédiatement, dans tous les endroits où j'étais engagée particulièrement pour travailler avec les familles et les couples. C'est évident que toutes ces études, tous ces apprentissages que j'avais pu faire auparavant, particulièrement en anthropologie, m'ont marqué profondément dans ma manière d'envisager la thérapie, et m'ont laissé une sensibilité particulière à tout ce qui était contexte, effet du contexte sur les personnes, et effet sur les contextes des comportements des personnes. Ces choix, je pense, qui étaient un peu dictés par une sensibilité que j'ai pu avoir depuis même très jeune, même avant mes études supérieures, de la perception de ce qui pouvait avoir comme effet sur une personne ce qui se passe dans sa famille. Et une notion qui apparaissait dans mon esprit quand j'étais enfant, déjà, qui était à certains moments de ma vie de me dire des choses comme: s'il y avait quelqu'un qui pouvait nous recevoir en tant que famille, mes parents, nous-mêmes, mes frères, mes sœurs, pour traiter, pour nous aider à parler des choses qui se passent dans notre famille, ça serait fantastique. C'était des idées en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente. Et je retrouve quand même, dans mes réflexions, dans mes associations, dans mes préoccupations, tous ces éléments-là, voilà, qui viennent certains de très loin et d'autres qui viennent à partir des découvertes que j'ai faites, mais bien plus tard, comme c'est une sensibilité particulière à tout ce qui est narrative, tout ce qui est la façon dont les personnes parlent de leurs problèmes, de leur manière de voir les choses, et de quelle façon le langage est vraiment en même temps le résultat d'une façon de voir les choses, de vivre les choses, d'expérimenter ce qui se passe, et en même temps la façon de parler a une influence très importante, fondamentale sur la construction de la réalité. Donc ça, c'est des choses que j'ai découvertes un peu en flou, on va dire, autour des années 82, 83, et puis à partir de 84, 85, où nous avons commencé à travailler beaucoup avec Carlos Esluz, qui est un thérapeute remarquable et qui est devenu aussi un grand ami. Avec lui, j'ai découvert de façon plus approfondie cette manière d'envisager les choses, et donc les théories narratives des White. Et donc petit à petit, ça a imprégné aussi ma façon de travailler
et de voir les choses. Et c'était un peu le sens de la question que j'allais te poser, c'est est-ce qu'il y a des rencontres qui ont été très importantes pour toi et qui ont été inspirantes dans la manière dont aujourd'hui tu fais de la thérapie de manière très très personnelle et très créative. Mais est-ce que voilà, dans le début, il y a des personnes marquantes? Oui, bien évidemment, bien évidemment. Déjà, je dois dire que pour la rencontre avec Reynaldo, hein, qui est aussi Reynaldo Perrol, qui est aussi mon époux, et je veux dire la manière de voir la thérapie, d'envisager les interventions, de penser solutions pour les personnes qui en ont besoin, qui vont pas bien, m'a marqué profondément parce que Reynaldo, il a une manière de rentrer dans l'arène, mais aussi de penser, de réfléchir, de conceptualiser ce qu'il fait. Et c'est une force, c'est-à-dire, il y a bien sûr des théories au préalable qui l'aident à travailler, mais en même temps, quand il est immergé, il est capable d'aller faire des choses qui ne sont pas forcément dictées par les théories qu'il a en tête, et puis pouvoir les conceptualiser pour pouvoir les penser davantage, les réfléchir davantage et bien les transmettre. Et bon, j'ai eu la chance d'être vraiment dans une possibilité d'échanger avec lui de ce que je voyais moi-même, et j'ai beaucoup appris avec Reynaldo. Et puis il y a eu bien sûr d'autres personnes très importantes. Carlos Eclus, qui est une d'entre elles. C'est une personne que je considère aussi un thérapeute remarquable. C'est quelqu'un d'une grande sensibilité, d'une grande intelligence, d'une intelligence relationnelle et thérapeutique, je dirais. Il ne s'encombre pas du politiquement correct non plus, comme c'est le cas de Reynaldo. Il fait les choses qu'il pense sur le moment qui sont nécessaires pour aider les personnes. Et du coup, Carlos, par exemple, entre autres choses, m'a permis d'avoir accès à tout ce qui est proposé par les théories narratives, mais toujours d'une manière, je veux dire, connectée avec une réalité systémique, ce qui ne font pas toujours les narrativistes. Et donc c'est une entrée en matière du côté de la construction du langage et ce que cela fait, qui me permet aujourd'hui d'être tout à fait en connexion et cohérente avec la pensée systémique, c'est-à-dire les groupes. Le produit narratif est un produit groupal dans mon esprit. Ce qu'une personne dit au sein d'une famille est cause et conséquence de ce que les autres disent, bien évidemment. Et ces éléments-là m'ont été transmis particulièrement par Carlos. Il y a un autre aspect très important dans ta carrière qui est ton rôle de formatrice dans lequel tu excelles. Et il n'y a pas si longtemps, tu en parlais justement dans un colloque de l'IFACT et où tu dis quelque chose, tu vas mieux le dire que moi, mais en substance... Je ne sais pas parce que tu dis très bien les choses que nous disons. Ce avec quoi je te lance pour que tu le dises ensuite avec tes propres mots, c'est que dans la transmission, il y a quelque chose qui passe au-delà du savoir, au-delà du contenu informatif. Et que ça, c'est la manière d'incarner quelque chose, la manière de transmettre au-delà de l'information. C'est ce qui, au fond, est l'essence même de la transmission. Et ça, quand tu l'as dit, j'ai trouvé ça tellement vrai parce que c'est exactement ce que j'ai vécu les premières fois où je t'ai rencontrée en tant que formatrice. L'impression que quelque chose passait au-delà du contenu informatif. Et ça, c'est vraiment un art dans lequel tu excelles et c'est vraiment impressionnant de te voir l'exercer. Un art, je ne sais pas, tu es très généreux. Je ne sais pas si un art, c'est vraiment une conviction très forte qui est chez, dans le sens que dans la transmission, j'ai appris assez vite, on va dire, qu'une théorie est une véritable construction de la réalité, une façon dont on observe les choses, on organise ce que l'on voit, les observations, les hypothèses, en fonction des théories. Mais la théorie n'est pas la vérité, la grande vérité, grand V. Et donc du coup, une théorie
peut être échangé, peut évoluer. Ce que j'ai dit il y a 10 ans, peut-être que je ne le dis plus aujourd'hui, en tout cas pas de la même manière. Peut-être que demain je dirai des choses complètement différentes de ce que je ne sais pas. En tout cas, dans mon parcours, j'ai vu à quel point moi-même je pouvais dire des choses il y a 30 ans, 40 ans, que je ne dis plus aujourd'hui, en tout cas qui ne me servent plus aujourd'hui. Et au vu de tout ça, cet aspect-là a été rapidement intégré dans ma façon de transmettre, du coup. Et rapidement, j'ai pensé que s'il y avait un risque dans la transmission des connaissances, c'est de vouloir faire des clones des personnes à qui on transmettait. Le risque de penser que si on transmettait quelque chose, la personne qui recevait devait exactement penser la même chose, etc. Et ça, c'était une idée qui m'a assez rapidement dérangée et alertée. Par contre, ce que je me dis, c'est si quelqu'un veut apprendre comment je travaille, les idées, les concepts qui m'aident à moi à travailler et qu'il vient chercher ça, il faut que je puisse les lui transmettre le plus clairement possible et il faut qu'il puisse m'envoyer l'information qu'il a bien compris ce que je lui ai expliqué. Mais non pas parce que c'est la vérité, sinon parce qu'il vient chercher ce que je fais. Et après, une fois qu'il a on va dire, reçu cette information, eh bien la personne qu'il est ou elle est feront les choses qui conviendront le mieux à sa personne, n'est-ce pas? Donc il y a un moment où on peut attendre que ce qui est renvoyé comme information, c'est que les personnes ont bien reçu ce qu'on a voulu dire, enfin voilà, mais ça s'arrête là. Et du coup, la question est comment transmettre le plus fidèlement possible ce qui me sert à moi. Parce que comme ça me sert, je pense que ça peut servir à d'autres, mais aussi, je pense qu'il y a des échanges que du coup vont bien au-delà de ça et qui sont nécessaires pour pouvoir transmettre. Et je pense que tu fais référence à mon intervention dans les journées de l'autre jour, et je pense qu'il y a vraiment un échange entre deux personnes qui doivent être les deux et très généreuses. Parce que pour donner quelque chose, pour transmettre, il faut de la générosité. Voilà, je ne veux pas le retenir comme quelque chose vis-à-vis desquels les autres n'ont pas à se saisir, à le prendre, etc. Mais pour recevoir, il faut être très généreux aussi. Il faut vraiment être dans la capacité de laisser de côté la jalousie, l'envie de détruire la main qui donne à quelque chose, n'est-ce pas? Et donc, c'est nécessaire une certaine grandeur et maturité des deux côtés. On le voit, je vais te dire, Julien, qu'on le voit dans les formations, quand on est en situation de transmission, les personnes qui apprennent le plus sont les plus généreux. Et ceux qui sont vraiment dans la disponibilité de recevoir ce qu'on les donne, sans attaquer, pas sans critiquer, attention, sans critiquer, ou sans contester, ou sans argumenter d'autres choses, sinon sans attaquer, sont les personnes, on les voit, qui sont ceux qui apprennent plus vite, y compris pour s'en saisir et faire différemment par la suite. Voilà. C'est très fort, ça. Et évidemment, après, il y a d'autres choses que l'on transmet qui sont plus fondamentales. Et je pense que la question de l'éthique est fondamentale. Et on ne la nomme pas tout le temps, mais elle est présente tout le temps. Enfin, la question de l'envie, de la capacité de créer une relation d'empathie, la capacité de travailler dans l'objectif de travailler dans l'intérêt de l'autre et pas dans l'intérêt de soi. Enfin, ce sont toutes des choses que j'espère, enfin, que je pense que sont importantes de transmettre. C'est là où je reviens à la question de ne pas cloner, sinon créer la possibilité qu'une personne se saisisse d'un outil, finalement, enfin,
qui doit servir à lui, mais pour aider d'autres personnes. Et avec j'imagine le nombre de personnes que tu as formées, je pense qu'il y a un peu de toi maintenant dans plein d'endroits en France et dans le monde entier. Et ça, sans fausse modestie, mais il y a aussi un peu de ces personnes à moi, parce que figure-toi qu'au fil des années, de rencontrer toutes ces personnes, et toutes ces personnes qui sont venues vraiment généreusement accepter on parle de notre façon de travailler, on laissait aussi beaucoup de traces en moi. Tu parlais tout à l'heure des personnes, des professionnels, des collègues qui ont laissé des traces en moi. Eh bien, il y a beaucoup d'élèves qui ont laissé des traces en moi et qui m'ont aidé vraiment à grandir. Beaucoup. La liste est très longue. Voilà. Je vais te poser la même question que j'ai posée à Reynaldo. Quels sont les 3 conseils que tu pourrais donner aux jeunes thérapeutes, ou en tout cas à toutes les personnes qui souhaiteraient s'engager dans cette voie-là? Voilà, quels sont les conseils que tu pourrais leur donner ou les qualités que tu leur conseillerais de développer? Alors, sans trop y réfléchir, peut-être que en réfléchissant ce soir, je leur dirai d'autres choses, mais et là, tout d'abord, je dirais, bon, s'intéresser à cet aspect qui est accepter le défi d'entrer dans la vie de quelqu'un pour l'aider à trouver des solutions à travers des conversations suffisamment humaines, empathiques, respectueuses, mais suffisamment techniques aussi. Voilà. Donc, pas des conversations triviales, c'est une conversation dans laquelle la technique se glisse, mais il est nécessaire, la technique dans le sens général, n'est-ce pas? L'outil, la théorie, le concept, lui-même, la technique, se glisse, mais aussi avec la présence de tous ces éléments-là. L'autre élément, c'est, je veux dire, l'éthique, hein, qui est vraiment, je pense, un vecteur important. Et puis, quelque chose qui, je pense, est particulièrement important, c'est ce moment où dans la conversation entre l'intervenant, le thérapeute et son client, il y a la possibilité que le client vive l'expérience de se sentir compris. Voilà, cette recherche-là est quand même avec n'importe quelle théorie, avec n'importe quel concept, mais ce moment où il y a une véritable rencontre avec la personne du client et le thérapeute qui peut à ce moment procurer cette expérience-là. Évidemment, il y a bien d'autres choses que je pourrais dire en réfléchissant longuement, mais c'est vraiment ces 3 aspects. Alors ce dernier conseil, il rejoint un peu la question suivante que je voulais te poser. C'est qu'est-ce qui pour toi est l'essence même de la thérapie? Une thérapie, c'est quoi? Ouais. Eh bien, tu poses des questions qui méritent réflexion. Je dirais que l'essentiel de la thérapie, c'est que faire en sorte qu'une personne qui attend des choses de moi, qui attend d'être aidée, en tout cas dans la plupart du temps, parce qu'il y a des personnes qui curieusement, tu le sais très bien, viennent déposer des paquets, mais ils ne viennent pas demander à être aidés. Ça existe aussi. Ben, ne serait-ce que ça, s'ils viennent chercher ça, il faut leur donner ça, n'est-ce pas? Voilà. Après, je veux dire, l'essentiel pour moi, c'est que la personne qui vient à ma rencontre et qui attend de moi que je puisse l'aider, c'est qu'elle puisse se dire qu'au bout de la rencontre avec moi, a pu trouver des choses qui l'aident vraiment à vivre mieux. C'est ça ma préoccupation essentielle tout le temps. Et ce qui fait que parfois, je dois dire que je ne me préoccupe pas trop, je dois dire, si à un moment donné,
je suis dans l'orthodoxie de ma théorie elle-même, de ma propre théorie. Et donc, enfin, je ne suis pas très non plus, comment dire, très sortie, très atypique dans ma façon de travailler, parce qu'il y a une façon qui se répète. Mais je veux dire qu'à un moment donné, c'est plutôt cette préoccupation qui me porte beaucoup plus profondément que l'idée de est-ce que je fais les choses comme ma théorie m'indique de le faire. Voilà. Et cette rencontre-là, que j'appelle la praxis de la rencontre, et pas l'application du modèle, et ce qui me porte le plus, ce qui m'intéresse le plus. On te connaît beaucoup, Liliana, pour ton appointance avec les thérapies narratives. Est-ce que tu pourrais nous expliquer avec tes mots ce qu'est la thérapie narrative et peut-être même pour les personnes qui n'y connaîtraient absolument rien au domaine de la thérapie? Alors, les théories narratives ont quand même été conceptualisées par White, Michael White. Mais ma façon de les utiliser, de m'en servir, n'est pas tout à fait la même. En tout cas, pour moi, la question d'utiliser la construction narrative pour travailler a à voir avec cette idée que la manière dont une personne, une famille quand même, construit une histoire, l'histoire de sa vie, parle de sa vie, de ce qui lui arrive, des relations qu'il a avec des autres, des événements, la façon de parler est vraiment une façon de construire la réalité. Et du coup, c'est évident que certaines constructions faites par certaines personnes amènent en soi la possibilité de construire des problèmes. Et du coup, l'idée de déconstruire les problèmes aussi à travers une déconstruction narrative me paraît fondamentale. Après, c'est beaucoup plus complexe que ça, bien plus compliqué que ça. Il y a certaines techniques qui sont plus ou moins simples, compliquées, etc. Mais ça, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, ça, c'est un point fort. Et puis, le point fort qui me différencie vraiment avec certains collègues narrativistes purs, voilà, c'est le fait que lorsque je suis à travailler avec une personne, même en thérapie individuelle, et que je m'intéresse à sa manière de décrire les choses, à cette narrative qu'il a construite autour des problèmes éventuellement, des solutions éventuellement, des relations avec les autres, je me dis que ce que cette personne me dit a à voir et à être mise en lien avec ce que les autres disent, parce que ce qu'elle dit, certainement, est aussi les effets de ce que les autres disent, et ce qu'elle dit a certainement des effets sur ce que les autres disent. Et donc, c'est là où la dimension groupale est très présente dans mon esprit. Donc, le langage est quelque chose de magnifique. Moi, je suis vraiment fascinée par le langage. C'est de dire des choses, les mots que l'on utilise, les mots que on l'envoie à l'autre. Enfin, c'est quand même des éléments qui ouvrent sur un univers. C'est des univers qu'on ouvre avec les mots. Et rentrer dans l'univers d'une personne avec les mots, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et trouver les mots qui sont finalement comme des burins du sculpteur qui aident à tailler, à construire une autre figure, une autre représentation, une autre réalité qui, elle, peut être plus harmonieuse, moins problématique, plus résolutive, voilà. Est-ce que tu penses que le fait que tu parles plusieurs langues et que finalement tu exerces beaucoup la thérapie aujourd'hui dans une langue qui n'est pas ta langue natale, ça a un rapport avec le fait que tu aies une conscience plus fine peut-être du fait que la langue, le langage a une influence considérable sur la manière dont on pense, sur la manière dont on réfléchit et donc sur la manière dont on construit les problèmes? Je ne pourrais pas dire que c'est le fait de parler plusieurs langues. C'est possible. Là, tu as raison de réfléchir à ça, de pointer ça, parce que figure-toi que le fait
de devoir apprendre le français, particulièrement le français, parce que l'italien, je le parle, mais je ne travaille pas en italien. L'espagnol, je l'ai appris depuis que je suis toute jeune, donc je n'ai pas dû l'apprendre dans le sens. Le français a été une langue pour moi qui me convient, mais absolument, parce que je trouve dans le français qu'il y a des mots qui disent d'une façon extraordinairement fine la représentation qu'on a à l'esprit. Et apprendre cette langue pour pouvoir travailler, l'utiliser, m'en servir, la développer, devoir écrire avec cette langue, enfin voilà, m'a amené oui, c'est vrai, à découvrir l'importance du mot qu'on choisit pour dire les choses et pour créer ce dont on parle tout le temps, c'est la connexion avec l'autre, le fait que l'autre puisse entendre un mot qui lui fait vivre cette expérience, d'être compris. Donc, est-ce que c'est ça, comme tu dis, la découverte des langues nouvelles? Est-ce que c'est autre chose? J'en sais rien. En tout cas, j'étais assez vite touchée, aussi par mes connaissances d'anthropologie, probablement, portée par cette importance donnée à la façon dont les personnes disent les choses, et donc la découverte de l'univers dans lequel ils se trouvent et l'univers qu'ils construisent. C'est très fort, et ça m'a aidé beaucoup aussi, je te dirais, cette préoccupation à aller vraiment aller chercher le sens des mots, par exemple en français, parce que ça me préoccupe d'aller chercher le mot vraiment qui dit ce que je veux dire. Enfin, Est-ce que tu trouves des affinités avec la littérature française, ou est-ce qu'il y a des choses dans les lectures qui peuvent stimuler justement cet intérêt que tu as? ouais, mais la littérature, je lis maintenant, je lis presque tout, toutes les ouvrages, par exemple, euh, plutôt en français qu'en espagnol. J'ai lu beaucoup plus en espagnol, fut un temps. Mais ça, c'est au niveau des théories. Mais si j'entends bien, ta question est plutôt en littérature, en roman. Pas tellement en Oui. littérature théorique, plutôt. Oui, moi, j'adore les auteurs français. J'aime bien lire les auteurs français. Et j'aime bien les thrillers. Et j'aime bien les romans. Enfin, j'aime bien lire en général. Et du coup, je pense que le fait d'aimer lire en français m'a beaucoup aidé à apprendre le français et rentrer dans l'univers français. Alors, je vais dire quelque chose qui est vraiment... Ça peut paraître un peu simplé, mais figure-toi qu'en arrivant dans l'univers où on utilisait le français pour échanger, pour se comprendre, le fait de lire toutes les BD en langue française au départ m'ont beaucoup aidé, non pas seulement à affiner certains mots des français, mais à rentrer dans l'univers français, du monde de la langue française. Donc tout est, oui, c'est des choses qui m'ont marqué en effet. Et si tu donnais des conseils de lecture, est-ce qu'il y a des livres, pas forcément des ouvrages théoriques, d'ailleurs ça peut en être, mais ça peut être autre chose, des choses qui t'ont marqué, des livres qui t'ont marqué à la lecture? Alors, dans le sens théorique, il y a des livres qui m'ont marqué. Tous les ouvrages du départ, si tu veux, des théories autour de la thérapie familiale. Minuchin, Haley m'a beaucoup marqué. Haley. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, qui est Kenneth Gergen, qui est un auteur qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui est celui qui a lancé un peu les théories constructionnistes, et dans lesquelles s'inscrivent aussi Michael White. Tu serais d'accord pour définir juste en quelques mots le constructionnisme? Oui, en fait, c'est complexe, mais ce qu'il nous dit Gergen, c'est à travers les définitions qu'on fait des choses, à travers les catégories dans lesquelles on met les personnes, les problèmes, les problématiques, les solutions, etc., se glisse
une façon de voir l'organisation du pouvoir. C'est l'Église la façon dont on détermine qui a raison, qui a tort, et d'où vient on va dire, les thèmes, les récits qui sont ceux qui doivent être pris comme les vrais, les véritables, n'est-ce pas? Donc, il parle des récits dominants. Enfin, voilà. Et ces récits dominants, nous dit-il, ont à voir avec l'organisation du pouvoir dans la société. Et il nous dit aussi, l'organisation de la société d'après la façon dont les personnes qui ont le pouvoir voient les choses, bien sûr, amène à créer aussi des problèmes que la société même, à travers ces personnes qui ont le pouvoir, s'empresse aussi à résoudre. Et donc, à résoudre d'une manière qui correspond aussi au récit dominant. C'est un peu très, 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 très simplifié. Si Kenneth Guerrian m'écoutait, peut-être il dirait, mais Liliana, tu es complètement à côté de la plaque, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que je retiens de ça. Et ça, c'est quelque chose que, on va dire, a laissé des traces en moi. Enfin, voilà. Et c'est pas... Guerrian n'est pas vraiment un thérapeute avec lequel je m'identifie, mais il a quand même, dans les conversations avec lui et les lectures des livres qu'il a proposés, laissé, voilà cette perception qui est très importante. Puis il y a d'autres livres par-ci et par-là, enfin, les livres de Minuchin Haley, parce qu'il a été quelqu'un d'extrêmement créatif et pas du tout politiquement correct par rapport à... Enfin, il s'en fichait, je veux dire, de dire ce que les gens attendaient qu'un thérapeute dise. Il disait ce qu'il pensait qu'il fallait dire. Et il dit des choses très intéressantes, Minuchin évidemment. Et puis, au fil des années, bon, il y a aussi d'autres auteurs comme Moni El-Kaïm, qui a écrit des choses intéressantes, la vie, tous les livres. Enfin, voilà. Au niveau des romans, quand je lis d'autres choses qui ne sont pas de l'ordre du travail, enfin de la profession, j'aime beaucoup les thrillers. J'aime beaucoup l'esprit thriller. J'aime beaucoup Fred Vargas, par exemple. En plus, c'est des intrigues très complexes et on ne sait pas très bien toujours... parce que moi, j'aime bien faire des hypothèses, des pensées, mais c'est pas si sûr que ça que l'hypothèse qu'on a faite est la bonne. Il nous surprend. Oui, il nous surprend, voilà. Si tu avais tu connais le film Retour vers le futur de Steven Spielberg, si tu avais une machine à voyager dans le temps, est-ce qu'il y a des périodes de ta vie dans lesquelles tu aimerais aller faire un tour autre chose, donc il y a deux questions en une. La deuxième, est-ce que si tu pouvais monter dans cette machine et remonter et aller voir toi quand tu étais plus jeune, est-ce que tu aimerais te donner un conseil je sais pas, quand tu avais 20 ans, quand tu avais 15 ans. Bon, deux questions très consistantes. À la première question, si je suis, en revoyant mon histoire, s'il y a des périodes qui sont plus propices pour moi à la nostalgie, je suis pas très branchée nostalgie, moi. C'est pas ce qui me marque le plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des périodes que je me souviens avec beaucoup de périodes avec beaucoup de joie, des moments très agréables de ma vie, mais ça ne me rend pas nostalgique dans le sens de me dire je voudrais revenir en arrière pour les revivre. Je me dis toujours c'était des bons moments, on les a vécus, la suite a été pas mal. Si on devait revenir en arrière, on ne sait plus quelle serait la suite. Donc, comme la suite de tous ces moments-là a été pas mal, eh bien, je préfère continuer dans la suite.
s'il y avait quand même des moments desquels je me rappelle avec beaucoup de joie, enfin, la rencontre avec Reynaldo, bien sûr, qui a changé ma vie. Et c'est une rencontre qui s'est faite un peu par les hasards de la vie. Enfin, voilà, puisque j'étais sur le point de me marier avec une autre personne et c'est tout laissé tomber pour construire cette relation avec Reynaldo. C'était quelque chose de merveilleux qui m'est arrivé. Mais bon, ça a donné une suite pas mal. Donc, ouais. Et puis, il y a quand même un moment où je me rappelle comme un moment vraiment très agréable de notre vie et donc de ma vie. C'était les moments où nos enfants sont, Emmanuel et Étienne, sont devenus adolescents, jeunes adultes, etc. Ils avaient une vie sociale assez riche et ils ont été toujours très généreux par rapport à nous, dans ce sens que les amis venaient à la maison et nous avions une place auprès des amis, etc. Ils aimaient bien sûr organiser des fêtes, des réunions, etc. Et toutes ces périodes où tous les amis des enfants venaient à la maison, ils se réunissaient, ils rigolaient, ils faisaient la fête. Et, et parfois, on avait une place pour bavarder un peu avec eux. Enfin, voilà. C'était une époque très, très agréable. Je me rappelle d'être une époque très agréable de notre vie et je me rappelle avec beaucoup d'émotions. Maintenant, enfin, les choses qui ont suivi, encore une fois, elles ont été extraordinaires et donc, enfin, très, très bien. Donc, c'est pas avec une envie de revenir en arrière. Voilà. Un conseil, à une époque de ma vie, du regard de maintenant, mais maintenant j'ai quand même 75 ans. Et donc, bon, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises, qui assez à l'époque des 19 ans, 20 ans, 21 ans, 14 ans, je n'avais pas, évidemment, pas apprises. Je lui dirais, calme-toi un peu. Hein, calme-toi. Parce que j'étais un peu, on va dire, comment dire ça, euh, expansive. Et après coup, maintenant après que je suis devenue mère, grand-mère, thérapeute, etc., je pense un peu à mon père, qui était quelqu'un de très cadrant, très dans ce que l'idée de ce qu'une famille doit être, qu'une jeune fille doit être, ne doit pas être, faire, ne pas faire, etc. Très traditionnel, etc. Qui était un peu, on va dire, très cadrant avec moi et que je vivais ça un peu. Voilà. Mais je repense à lui, je me dis que quand même il avait raison de me cadrer un peu parce qu'en me voyant, j'étais un peu débordante. Enfin, dans tous les et moi, je me dirais ça, calme-toi un peu, recentre-toi un peu, voilà. Et voilà, je ne sais pas si je me dirais d'autre chose, mais ça, oui. Est-ce qu'il y a, Liliana, pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les réussites dont tu es la plus fière et les échecs qui ont été les plus formateurs? Au niveau professionnel, parce que... Au niveau personnel, si tu veux. Au niveau personnel, mes enfants. Ouais. Mes enfants et la relation que j'ai construite avec Reynaldo. C'est vraiment, je crois que ça, c'est l'essentiel de ma vie. Voilà. Si on va du côté professionnel, fière, je ne sais pas si je parlerai des fiertés là, mais qui me donnent beaucoup de satisfaction, on va dire. C'est le fait d'avoir pu, dans tout mon cheminement, trouver petit à petit et construit une manière de travailler en tant que thérapeute dans laquelle je me sens absolument confortable et dans mon axe. C'est un parcours, on n'arrive pas tout de suite à ça. Et je suis
contente de l'avoir trouvé suffisamment. Même s'il y a des questions, s'il y a des choses d'autocritique que je peux me faire, mais quand je travaille, je me sens dans mon axe. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très bon pour moi. Voilà. Après, l'autre chose, c'est d'avoir pu tenir, parce que ce n'était pas si facile que ça tout le temps, maintenir en vie l'IFAT avec Rinaldo. C'est quand même une institution qui a plus de 40 ans maintenant, avec beaucoup de moments certains plus compliqués que d'autres, y compris, je veux dire, par les personnes avec lesquelles je travaille, on ne peut pas travailler, par les préoccupations financières auxquelles ça peut amener, enfin, est-ce qu'on peut vivre, est-ce qu'on va mourir, enfin, et avoir traversé tout ça et nous trouver encore aujourd'hui dans une institution dans laquelle, en tout cas, c'est notre impression à Rinaldo, on a la joie de vivre, enfin, on a la joie de travailler, de rencontrer des personnes qu'on aime beaucoup, qu'on respecte beaucoup, qu'on apprécie énormément, ce sont les gens de l'équipe, avec lesquels on a pu amener à créer, à faire durer un projet qui a beaucoup d'années déjà et qu'on a réussi à faire vivre dans le cœur d'autres personnes. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire pour moi. Ouais. Merci beaucoup Liliana. Merci beaucoup à toi Julien, parce que vraiment, je dois dire aussi que tu es une de ces personnes qui, en tant que personne qui est venue apprendre des choses avec nous, il y a d'une grande générosité. Et je tiens à le dire là. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est déjà la fin de cet entretien. Je ressens une énorme gratitude d'avoir pu partager ce moment privilégié avec elle. Il ne faut pas oublier que si j'ai la chance et l'opportunité de pouvoir faire tout ça, c'est aussi grâce à vous. Donc je vous remercie pour votre soutien. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir le développement de la chaîne, vous pouvez vous abonner, activer la clochette des notifications, laisser un pouce bleu si vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Si ça vous intéresse de découvrir un petit peu plus son travail, je vous conseille le livre qu'elle a coécrit à propos de la médiation familiale. Je vous mettrai d'ailleurs un lien dans la description de la vidéo si vous souhaitez vous le procurer. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.